Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Du BaaS au SaaS, l'âge de raison de la FinTech. Martin Della Chiesa, co-CEO de Scalit. Notre usine est notre produit. Donc, on n'a pas, nous, d'équipe de R&D. On dit on a des gens dans un coin qui font des nouveaux trucs. En fait, tout le monde fait de la R&D. Donc, toute l'entreprise est organisée autour de notre outil industriel. On a 90 ingénieurs qui travaillent organisés en squad, dans lequel il y a des product managers qui travaillent avec des ingénieurs qualité, qui travaillent avec des développeurs, qui travaillent avec des architectes. Tous ces gens-là travaillent ensemble pour faire évoluer notre produit en permanence aux meilleurs standards de sécurité et de réglementation. Donc l'innovation, elle est intrinsèque et inhérente à notre activité. Donc on n'a pas d'un côté des ingénieurs qui font des trucs tous les jours et de l'autre des gens qui font de la R&D. En fait, tout le monde fait de la R&D tous les jours. C'est le sens de notre métier. Il était temps pour moi de recevoir un acteur de l'infrastructure bancaire pour parler des core banking systems de nouvelle génération. Pour vous faire découvrir ces acteurs de l'ombre, j'ai demandé à Martin de me rejoindre. Ce dirigeant, très clair dans sa vision, a la particularité d'avoir été des deux côtés de la scale-up. Chez Longark Capital, où il a sourcé et été sponsor de l'investissement, et côté Scalit, où il occupe aujourd'hui le poste de co-CEO aux côtés de l'un des deux fondateurs. Nous visitons en quelque sorte l'usine, les modules comme les intégrations et balayons des sujets critiques comme les risques d'obsolescence de la plateforme, les adaptations réglementaires locales pour répondre aux exigences de reporting par exemple, mais aussi la conduite des RFP. Vous découvrirez également la typologie des clients de Scalit au travers de différentes Customer Stories, un discours propre et sans embâge. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Martin. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour discuter de Scalit, de Core Banking System. Et je voulais donc vraiment te remercier pour ton temps. Tu viens d'arriver chez Scalit comme opérateur. Tu vas nous décrire tout ça. J'aimerais quand même que tu te présentes 2 minutes à nos auditeurs, nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours d'investisseur à opérateur. Merci Solène de m'avoir invité. Effectivement, donc, je suis le co-CEO de Scalit. Historiquement, j'ai passé pas mal de temps dans la banque. Donc, j'ai démarré dans l'inspection générale d'une grande banque française, groupe BPCE, que tout le monde connaît. Ensuite, je suis passé par le conseil en stratégie, conseil en corporate finance. À l'issue de cette expérience, j'ai rejoint un fonds de grosse equity qui s'appelle Longark Capital, qui est basé à New York, qui fait des investissements majoritaires dans le software. À cette occasion, on a investi, j'en étais à l'origine, dans une société qui à l'époque s'appelait TacPec. On a rebrandé ensuite Scalit. Donc, j'ai mené l'ensemble des travaux d'investissement dans cette société. Et comme on est très proche des activités, depuis tout ce temps, je suis très proche des opérations. Et donc, c'était très naturel pour moi de passer d'un rôle de board member, directeur d'investissement, à un rôle de co-CEO pour m'impliquer davantage au quotidien dans les activités de l'entreprise. Super, merci beaucoup. C'est une très belle histoire. J'avais échangé avec les cofondateurs il y a déjà quelques années et je trouve que le parcours est hyper intéressant. À l'époque où ça s'appelait encore TacPay. C'est ce que tu vas nous raconter, mais avant qu'on parle de Scalit, j'aurais aimé que tu reviennes sur ce concept de Core Banking System, Core Banking Platform, qui est très connu pour des gens qui travaillent dans la banque, parce qu'il y a des gros systèmes qui existent depuis des décennies, qui sont parfois un peu vétustes, un peu t'as l'impression que tu mets des rustines. Moi, c'est ce que j'avais comme sentiment dans la banque pour, je sais pas, quand il y a une nouvelle réglementation ou une amélioration technologique, c'est pas toujours très efficace. Et puis, il y a eu une arrivée de nouveaux acteurs. Donc, j'aimerais quand même que tu nous réexpliques à quoi sert un core banking system. D'accord. Alors, un core banking system, concrètement, pour être très simple, c'est le squelette technologique d'un établissement de services financiers. Donc, au sens large, une banque, qui peut être un établissement électronique, une fintech, une néobanque, un établissement de paiement, qu'importe. C'est le noyau central qui permet fondamentalement de faire tourner une activité de service financier au quotidien. Voilà. Alors, concrètement, c'est quoi ? C'est plusieurs choses. Donc, c'est d'abord un registre de titulaires de compte. Donc, Solène a un compte en banque avec un IBAN. Solène va avoir un certain nombre de produits, des produits de dépôt, des produits de collecte, un livret A, un crédit, plusieurs cartes, une carte de débit, une carte de crédit, ainsi de suite, une assurance peut-être. Et puis ensuite, il faut orchestrer l'ensemble des flux financiers entre Solène et l'ensemble de ses produits à l'intérieur de son écosystème et en dehors. Donc, paiement par carte, paiement d'un abonnement, paiement, réception de ton salaire, prélèvement des impôts, un peu moins sympa. Donc, l'ensemble des flux qui sont autour de tes produits et de tes activités en tant que cliente d'une banque. D'accord. Et ensuite, il faut comptabiliser ces opérations, évidemment. Dans un ledger ? Dans un ledger, qui est une forme de registre qui vient lister l'ensemble des choses qui te concernent
dans ton activité de banque au quotidien. Donc ça, j'avais fait le ledger en particulier avec un ledger que tu connais peut-être, qui est open source, qui s'appelle Formance. Oui. Mais je trouve intéressant de revenir justement sur ces différents modules. Alors, c'est vrai que de plus en plus, donc moi j'ai vu c'est une dizaine d'années naître des core banking systems de nouvelle génération qui étaient utilisés par pas mal de fintech. C'est quoi l'intérêt pour ces fintech de commencer par ce core banking system externalisé? Et est-ce que la vocation de ces clients, c'est de rester avec ce setup où finalement ça sert les premières années et puis ensuite on passe à quelque chose d'interne? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une très bonne question. En fait, au démarrage, nous, on est rarement pertinent pour quelqu'un qui démarre de zéro, qui n'a pas de licence, qui lève des fonds, qui démarre son aventure. Pourquoi ? Parce que pour avoir une licence, ça prend du temps. En général, il faut à peu près 1 an pour avoir sa licence. Et puis, travailler avec nous, même si ça coûte moins cher que de faire tout seul, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Donc, en règle générale, les entrepreneurs qui démarrent de zéro une activité, qui n'ont pas de licence, évidemment, si vous êtes FDJ, Française des Jeux, c'est un peu différent. Vous avez des moyens de déploiement qui sont très différents. Si vous êtes la Banque Postale, que vous avez déjà une licence et que vous voulez lancer une nouvelle activité, c'est différent aussi. Donc là, on est assez pertinent. Mais pour un entrepreneur qui démarre de zéro, en règle générale, il va commencer sur un BaaS, donc Banking as a Service. Ouais. Et là, il va avoir simplement un front, donc il va fournir à ses clients une expérience digitale et il va louer en fait non seulement la solution technologique d'un tiers, qui est le BaaS, mais aussi finalement l'ensemble des process réglementaires, internes, des back-office et la licence qui va avec. Donc là, pour le coup, il externalise en fait l'exploitation bancaire dans sa totalité à un tiers et ensuite il va sortir à un moment donné de cette prestation de BaaS qui fournit trop peu d'autonomie pour le déploiement de son activité d'une part et qui à un moment donné pose un problème de coût variable, on pourra en reparler si tu veux. Et donc c'est plutôt à ce moment-là que la question se pose de est-ce que je fais tout seul ou est-ce que je fais avec Scalit ou un autre ou une partie avec Scalit et une partie seule. Donc fondamentalement, il y a 3 avantages de travailler avec nous. C'est assez simple, c'est la vitesse, le coût et l'expertise. Donc très simplement, la vitesse, pourquoi ? Utiliser quelque chose qui existe déjà, c'est plus rapide que de le construire. Ouais. J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Les coûts, nous, on a une approche productisée. On a une seule code base pour l'ensemble de nos clients. Donc, produire quelque chose qui coûte 100 dans un contexte donné, ça coûte 100. Produire quelque chose qui coûte 100 et le vendre à 10 clients, ça coûte 10. Donc, le software as a service, c'est quoi ? C'est l'économie du coût marginal. Ouais, c'est clair. Et le 3e élément, c'est l'expertise. Nous, notre conviction, c'est que nos clients fintech, leur métier, c'est pas de fabriquer le back-end bancaire qui est une forme de complexité non différenciante. Ouais. D'accord, orchestrer les paiements, quelqu'un qui achète une baguette de pain, en fait derrière il y a des dizaines d'opérations, c'est très compliqué, mais ça a assez peu d'intérêt en réalité. Il faut que ça marche et que ça coûte pas cher. La différenciation pour nos clients, elle n'est pas là. Ouais. Plutôt dans le parcours et la qualité de l'expérience client, le marketing, le calibrage des offres. Donc pourquoi passer du temps à recréer des choses qui sont maîtrisées par des tiers dont c'est le métier ? Et en fait, nous, on a la prétention de dire qu'on connaît moins bien le métier de nos clients qu'eux, bien entendu. On ne connaît pas leurs offres, c'est leur métier. Par contre, le métier des paiements, le métier du core banking en tant que tel, toute cette couche profonde, non différenciante, qui permet de réaliser des opérations, de tenir des comptes, nous, c'est notre métier. Et on mutualise ça à travers des dizaines de clients à travers l'Europe. Et donc, on a la prétention de dire qu'en fait, on sait mieux que nos clients ce qu'il leur faut en la matière, en termes de comptabilité, en termes de paiement, en termes de flux. C'est quoi l'histoire, rapidement, de TagPay puis Scalit ? Comment ça s'est construit ? Alors, Et après, on reviendra, parce que j'ai pas fini sur cette histoire de vue globale, mais ça m'intéresse pour que tu expliques comment ça se monte, en fait, comment ça se crée. Oui. Sur de quoi ils sont partis, en fait, au moment où ils ont fondé TagPay. Alors, TagPay a une histoire assez ancienne qui a eu plusieurs pivots dont je te passe les détails. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire du produit core banking TagPay, exact, ouais. Qui en réalité date dans ses premières moutures plutôt autour de 2013. Et l'implémentation du premier core banking system à proprement parler date de 2015. C'était avec la Trust Merchant Bank en RDC, au Congo. Ouais. Le lancement d'une banque digitale de toutes pièces. Ils sont encore clients aujourd'hui de la société. Ils ont plus d'1 million de clients maintenant, avec une croissance de 50% par an. Waouh. C'est plutôt un beau succès pour le premier client en production. Bien joué. Donc l'histoire, l'ancrage historique de TagPay à l'époque était en Afrique. Alors pourquoi en Afrique ? Parce que c'est en Afrique qu'est née en réalité la banque digitale. Au sens de la banque mobile, au sens de la banque qui fait abstraction des réseaux physiques bancaires et qui vient apporter une expérience digitale de bout en bout à des populations qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans des agences et qui ont un besoin d'immédiateté dans leur relation quotidienne avec l'argent. Donc c'est comme ça que la société est née, elle a trouvé son ancrage dans ces territoires
au Congo, je t'en ai parlé, en Mauritanie, dans plein d'autres pays. Et ensuite, avec l'émergence de la DSP2, donc l'évolution de la réglementation européenne que tu connais probablement même mieux que moi. J'en doute, mais il y a de nouveaux acteurs merci. qui ont émergé en Europe. Exact. Historiquement, le business du core banking, c'était des très gros acteurs qui parlaient à des très grandes banques. Il n'y avait pas d'autres demandes que celles des banques. Et l'émergence de ce nouveau tissu d'innovation, en fait, a généré une nouvelle demande d'une autre nature et aussi beaucoup plus abondante. Donc, on a observé une fragmentation du marché. TACPay est rentré sur ce marché, comme d'autres d'ailleurs, à cette époque, je dirais autour de 2017, 2018, 2019 et en partie 2020. Ensuite, on est passé dans une autre phase. Mais les besoins à ce moment-là n'étaient pas du tout des besoins de bout en bout, très complexes, de grande abondance, comme l'étaient à l'époque les très grandes banques qui utilisaient Temenos. Exact. Globalement, quand tu crées une banque digitale en 2018-2019, tu as besoin d'offrir une expérience digitale très agile à tes clients. Tu offres un compte, une carte, une application mobile qui doit être au meilleur standard de l'expérience. T'as pas besoin d'avoir des crédits structurés, t'as pas besoin d'avoir des crédits syndiqués, t'as pas besoin d'avoir des comptes à terme avec des niveaux de sophistication très très importants. Et donc à ce moment-là, les systèmes historiques se retrouvent tout simplement surcalibrés. Bien sûr. À la fois dans leur capacité à se déployer rapidement. Hyper cher, quoi. Et hyper cher. Et donc la courbe économique de tous ces business est fondamentalement incompatible avec le prix de ces produits, pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont conçus différemment. Donc la réplicabilité et la production en série est beaucoup plus difficile. Et puis par ailleurs, la densité de ces logiciels qui ne sont pas découpables les rend totalement inadaptés à ces nouveaux usages. J'imagine. Et donc c'est ça qui crée ce phénomène de disruption, vraiment au sens de Christensen, le bouquin Disrupting Technology, c'est exactement ça. C'est un moment, l'émergence d'une nouvelle technologie, beaucoup plus réduite en termes de scope, mais qui répond à un besoin d'une nouvelle clientèle qui est untapped, en fait, par les acteurs historiques. Et c'est ça qui crée la brèche dans laquelle TACPay et d'autres à l'époque se sont engouffrés. Et à partir de là, take it from there et scale it, quoi. Super. Alors, quand on est, imaginons une fintech, qu'on a déjà bien grossi, on est sur son bas, on se dit, voilà, maintenant, on va aller voler de nos propres ailes, on va aller chercher une licence d'établissement de paiement et autres, on a besoin d'un core banking system. Comment ça se passe, ce type d'appel d'offres, et quels sont les critères majeurs qui sont considérés par les acteurs? Qu'est-ce que vous voyez, vous, revenir systématiquement comme étant les must-have de l'offre CBS? Alors, il y a un premier élément de contexte qui est que moi, je le vois bien également quand j'étais consultant, la notion d'appel d'offres a elle-même beaucoup évolué. C'est-à-dire que historiquement, dans l'IT, de façon générale, on faisait une demande de spécification dans une logique de maîtrise d'ouvrage et on envoyait à des fournisseurs des centaines de pages en disant voilà ce qu'il nous faut. Ah oui, je l'ai vécu, donc voilà. Je sais exactement. Donc ça prenait 6 mois pour répondre. Ensuite, il fallait 1 an et demi pour faire le design. Il fallait 3 ans pour déployer. Et le moment où on arrivait en production, ce qu'on avait fabriqué correspondait plus aux besoins. Ou en fait n'avait même jamais correspondu aux besoins. Donc il y a une vraie rupture qui est le mode agile, dont on parle beaucoup, mais c'est une vraie réalité. Donc comment on fait pour aller vite ? Et comment on fait pour avoir des appels d'offres qui en fait sont plus vraiment des appels d'offres, mais qui sont des appels à échanger avec des gens de toute nature de façon à répondre à des problèmes. Donc en fait, aujourd'hui, nos clients, dans ces process d'achat, ne cherchent pas à qu'on leur vende quelque chose, mais ils cherchent à qu'on les aide à acheter. Ouais. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on fait. Alors qu'est-ce qui les intéresse finalement ? Comment ça se passe ? Donc en général, ils formulent un problème, qui est un problème business. Donc ils nous disent pas j'ai besoin de faire des air opérations dans un module de paiement, ils disent pas ça. Ils disent je suis client d'un BAS allemand en fait, mon business il est en France, donc j'ai des IBAN allemands. Comme j'ai des IBAN allemands, ça a un impact sur mon taux de conversion. Bien sûr. Ils disent qu'ils ont énormément de coûts variables, que leur marge brute est trop élevée, parce que le BAS en fait est un intermédiaire pour toute l'achat des transactions, des cartes, etc. Donc les coûts variables sont très élevés. Les coûts fixes sont bas, mais les coûts variables sont très élevés. Donc dès que le scale augmente, au bout d'un moment, la rentabilité, elle est linéaire. Donc il n'y a aucun scale économique qui se crée. Donc j'ai un problème de unit economics. Et mes VC commencent à me demander des comptes sur ce sujet. et ils nous disent, je manque d'autonomie, je ne peux pas faire évoluer mon offre à la vitesse avec laquelle je voudrais la faire évoluer, puisque je dépends de quelqu'un qui, non seulement gère une partie de ma technologie, mais aussi il me loue l'ensemble de ses process. Et ce sont ces process qui sont régulés, pas les miens. Donc il faut que je vole de mes propres ailes. Donc ça, c'est le fameux exemple du BaaS to SaaS. Donc comment on passe d'être client BaaS à client SaaS écosystème autour d'un core banking type Scalit. Il y a d'autres contextes, des clients qui sont sur un core legacy, qui veulent changer. C'est pareil, ils disent pas comment je le refais ABCD, ils disent j'ai beaucoup de coûts,
je ne sais pas comment lancer de nouveaux produits rapidement. Ou, troisième situation, j'ai envie de lancer un nouveau business, mais j'ai envie de lancer un nouveau business maintenant, pas dans 3 ans. J'ai pas le temps de créer, quoi. Et j'ai pas le temps d'attendre qu'un acteur traditionnel, historique, me fournisse quelque chose dans longtemps, pour tout un tas de raisons. Ouais. Donc, qu'est-ce qui compte pour eux, finalement, dans tous ces contextes? C'est la vitesse. À quelle vitesse on est capable de les mettre en production? À quel prix on est capable de les mettre en production? Et les deux sont liés, puisque le temps, c'est de l'argent, très important pour eux. Le prix réel et le coût d'opportunité. 3 mois de non-acquisition de clients pour une fintech B2C, c'est beaucoup d'argent pour les VC, c'est beaucoup d'argent pour le business en tant que tel. Et ensuite, combien ça va coûter de faire tourner tout ça de façon à optimiser les marges? C'est ces 3 choses-là qui comptent. Alors nous, notre proposition de valeur, elle est très simple. Il n'y a pas du tout, excuse-moi, il n'y a pas du tout tout ce qui est standard. Alors il y a différentes choses que je vois en termes de complexité. Donc il y a la partie technologique que tu as très bien décrite, mais il y a la partie sécurité qui est fondamentale. Parce que tu vas aller brasser de la donnée qui est extrêmement confidentielle. Oui. Donc moi, je vois déjà une brique que tu n'as pas cité, mais que je vois qui me semble essentiel. Et autre chose qui est fondamentale aussi, c'est comment ton core banking system va répondre aux obligations réglementaires de ces acteurs-là qui sont pas forcément incorporés dans votre pays d'origine. Donc, comment est-ce que on peut répondre à ces exigences-là? Je sais pas si c'est quelque chose qui est relevé, mais j'imagine que oui. Alors, la sécurité, évidemment, la résilience, la stabilité, je le mentionne même plus parce que c'est un attendu. D'accord. Donc, évidemment, c'est vérifié, bien entendu, et il faut qu'on montre patte blanche. Donc c'est pas juste dire on est sécurisé. Il y a un certain nombre de certifications. Bien Nous, sûr, typiquement, on est ISO 27001. On a une équipe de cybersécurité engineering. On a un RSSI. On est audité très régulièrement par des grandes banques internationales. On se soumet volontairement à des tests de pénétration de différents instituts de sécurité divers et variés de nos clients ou des tiers. Donc ça, absolument, il faut impérativement que ça soit sécurisé. Et les CTO dans toutes les boîtes, c'est tous nos clients, s'assurent que ça soit le cas, bien entendu. Super. Alors, un des points qui m'interroge toujours dans le core banking system, c'est l'obsolescence. Parce que dans les enjeux de modernisation qu'on a aujourd'hui, avec l'accélération qu'il y a dans un certain nombre de technologies, comment est-ce que vous faites chez vous pour maintenir à jour ce core banking system et faire que ça demande que ce soit vraiment toujours en ligne avec les attentes de vos clients, en intégrant vraiment, en ayant vraiment je ne sais pas si vous avez une équipe de R&D en interne qui va aller tester beaucoup de choses pour faciliter des transactions, avoir du fast payment dans des zones peut-être où ça n'existe pas encore, en utilisant des technologies de blockchain ou autres. Alors, ça c'est absolument fondamental et c'est le cœur de notre proposition de valeur, c'est l'évolutivité. Donc, on permet à nos clients d'évoluer dans la durée. Donc, si nous, on n'est pas capable d'évoluer, comment on peut prétendre auprès de nos clients qu'on va leur permettre d'évoluer? C'est d'ailleurs le vrai problème des core banking et legacy, qui est de dire, vous inquiétez pas, monsieur le client, on va vous aider à vous transformer. Mais en réalité, ces boîtes-là ont du mal à organiser leur propre transformation. Donc, les deux sont liés. À mon sens, la magie du SaaS, qui est conceptuellement très intéressant, c'est que nous, on commercialise notre propre outil industriel. D'une certaine façon, on est une usine ouverte au public. Donc, c'est une bonne image. Notre usine est notre produit. Donc, on n'a pas, nous, d'équipe de R&D. On dit on a des gens dans un coin qui font des nouveaux trucs. En fait, tout le monde fait de la R&D. Donc, toute l'entreprise est organisée autour de notre outil industriel. On a 90 ingénieurs qui travaillent organisés en squad, dans lequel il y a des product managers qui travaillent avec des ingénieurs qualité, qui travaillent avec des développeurs, qui travaillent avec des architectes. Tous ces gens-là travaillent ensemble pour faire évoluer notre produit en permanence aux meilleurs standards de sécurité et de réglementation. Donc, l'innovation, elle est intrinsèque et inhérente à notre activité. Donc, on n'a pas d'un côté des ingénieurs qui font des trucs tous les jours et de l'autre, des gens qui font de la R&D. En fait, tout le monde fait de la R&D tous les jours. C'est le sens de notre métier. Alors, ça, c'est quelque part très conceptuel. Donc, la première chose, c'est notre produit, il est conçu pour évoluer facilement. D'accord? Donc, je pourrais te donner des détails techniques sans intérêt. Je vais te donner un exemple. On en parle partout en ce moment, le SCT Inst, donc les virements, l'exigence réglementaire de virements instantanés. Ouais. C'est pas Credit Transfer, SCT, c'est ça? SCT, c'est pas Credit Transfer, instantané. Donc l'instantanéité des paiements, qui est une exigence réglementaire. Donc nos clients, qui sont des clients bancaires, des clients de prestataires de services de paiement, des établissements de monnaie électronique, doivent fournir à leurs clients, c'est obligatoire, une solution de paiement instantané. Alors, nous, quand on a voulu faire évoluer notre produit pour avoir les paiements instantanés, ça nous a pris 20 jours hommes. Donc, tu vois, globalement, tu as 20 jours de travail dans un mois. Donc, 20 jours hommes, c'est un ingénieur pendant un mois.
Globalement, dans les systèmes legacy, on sait très bien, puisqu'on parle à beaucoup de gens, c'est une équipe de 10 personnes pendant un an. Donc, 10 personnes, un an, c'est à peu près 200 jours, c'est 2000 jours. Ouais. Donc, en fait, donc là, c'est x 100. Ensuite, pour nos clients se connecter à ce nouveau réseau, globalement, c'est à peu près 70-80 jours. Donc, en fait, nous, ça nous a pris un mois. Et nos clients, pour se connecter à ce nouveau réseau, soit on les aide, soit ils le font eux-mêmes. C'est 2 ingénieurs pendant 2 mois à peu près. Ouais. Ça, c'est au moins 5 à 6 fois plus rapide qu'avec un système historique par la conception de l'évolutivité du produit. Bien sûr. Alors, Ouais. ensuite, sur l'évolution des briques technologiques, évidemment qu'il faut qu'on se maintienne à niveau. Donc, on a une équipe dédiée, qu'on appelle une enabling team, dont la principale fonction est de faire en sorte qu'en permanence, on fasse ce qu'on appelle du refactoring incrémental, c'est-à-dire qu'en permanence, on fait évoluer notre socle technologique tout le temps, et tous les 2 mois, on livre une nouvelle version au meilleur niveau de standard et de performance. Voilà. Donc, fondamentalement, on gère la dette technique. Donc, toute usine logicielle, quelle qu'elle soit, produit de la dette technique. Donc, c'est comme un emprunt. Hein. Quand toi, t'empruntes pour ta maison, c'est un outil. Tu vas faire quelque chose assez rapidement parce que tu en as besoin dans un certain contexte. Mais tout emprunt t'engage. Il faut le rembourser. Donc, nous, d'abord, on prend moins de raccourcis que nos clients, puisque notre business, c'est notre usine. Alors que nos clients, leur business, c'est pas leur usine. Leur business, c'est les clients finaux. Donc, il y a toujours un moment un CEO qui dit, les gars, ce truc, vous me le faites vite fait, parce que moi, ma nouvelle carte, il faut qu'elle démarre lundi, quoi. Ouais. Donc là, on coupe des coins et c'est là que les problèmes commencent. Donc nous, et bien entendu, comme tout le monde, on doit gérer la dette technique, mais c'est notre métier de la gérer. Et donc, en permanence, on est à l'écoute des nouvelles technologies, on remplace des morceaux, on évolue, on fait évoluer des versions. Parfois, on repeint simplement un mur. Parfois, on abat une cloison. Parfois, on rajoute un étage. Donc, c'est ça qu'on fait tous les jours. Et on a une équipe spécialisée dans ces sujets. Super. Merci beaucoup pour ta transparence. Donc, Martin, toi, tu as eu le côté investisseur, parce que c'est toi qui as sourcé le deal et qui a investi dans Scalit. Maintenant que tu es opérateur, est-ce que tu pourrais nous décrire plus en détail la feuille de route qui a été déterminée avec le fonds pour Scalit ? Avec plaisir. Alors, IVRV, ils ont fait une des choses les plus difficiles à faire, qui est de trouver le product market fit. Product market fit, c'est quoi ? C'est avoir des clients qui sont contents, qui utilisent le produit intensément. Et qui l'achètent. Et qui l'achètent et qui le payent. Ouais. C'est une petite nuance qui est importante dans le domaine du SaaS. Ouais. Donc, nous, avec Longarc, ce en quoi on a investi, alors c'est évidemment une conviction dans le marché et dans sa mutation. Donc tout ce dont on parlait tout à l'heure, donc tous ces constats-là, on les a faits, on les a étayés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'investissement dans ce product market fit qu'il fallait scaler. Donc à l'époque, en 2020, Scalit, TacPay, à l'époque, c'était une 30aine de personnes, petite dizaine de clients et seulement 2 clients en Europe. Alors la feuille de route, elle était simple, elle consistait à dire, on va scaler l'activité en Afrique. Donc là, c'est un enjeu de marketing et de distribution d'un product market fit existant. On va consolider le market fit européen qui était naissant et on va le scaler à travers l'Europe. Ouais. Moi, j'en étais resté là quand j'avais discuté avec Nicolas Pinto, que je salue, qui était à l'époque chez TacPay. Ouais. Exactement. Donc ça, on l'a fait. Ouais. Et la troisième étape, c'était, une fois qu'on aura fait ça, compte tenu de l'ancrage historique auprès de grands comptes, il y a une certaine proximité des fondateurs de TacPay avec le monde des grandes banques. Et on a eu assez rapidement des anciens dirigeants de banque, notamment Philippe Garcio, que je salue aujourd'hui, qui était un des grands patrons du groupe BPCE, qui travaille avec nous aujourd'hui comme advisor. On a progressivement saisi l'opportunité de travailler pour des grands comptes, donc des grandes banques, la Banque Postale, le groupe BPCE, l'Office des Postes calédoniens, ce type de comptes qui ont des enjeux également, comment je démarre une nouvelle activité et aussi de plus en plus comment je modernise et je transforme, pas tout, on n'appelle pas BNP pour dire comment on remplace l'informatique française dans sa globalité. Ça, j'imagine. Ça, c'est ridicule à notre taille, bien entendu, mais il y a plein de choses qui nécessitent notre aide. Donc ça, c'était la feuille de route en 3 points. Donc on a une ambition globale qui est de devenir le leader européen du core banking de nouvelle génération et en fait par conséquent du core banking tout court en Europe et en Afrique. Et pour ça, il y a un certain nombre de grandes bases. Donc d'abord, il faut rompre avec l'adage que nul n'est prophète en son pays. Donc nous, on est prophète en France et dans les pays francophones. Donc on est le leader incontesté de cette catégorie du next-gen core banking en France et dans les pays francophones. On consolide et on travaille sur ce positionnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut être le leader européen pour les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement.
Et la troisième chose, c'est qu'on veut ce positionnement de leader global du core banking européen et africain. Ça, c'est évidemment à plus long terme. Faut avoir en tête quand même, Solène, pour donner un peu de contexte avec une forme d'humilité, cette catégorie qui donne aussi la perspective de croissance, en quoi Longark croyait bien entendu, c'est la logique d'addressable market. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la market share de la catégorie next-gen core banking, par rapport à la globalité du marché, je l'estime autour de 2%. Ouais. Et si on compare les revenus de l'ensemble des next-gen core banking à la globalité des dépenses IT liées au core banking, y compris ce que dépensent les acteurs eux-mêmes, on est probablement à quelques bips. Ouais, c'est ça. J'allais dire 15 bips, mais Donc voilà. Donc cet ordre-là, quoi. Ce que les Américains appellent le headroom to grow est extrêmement important. Ouais. Ce qui veut dire qu'on est seulement en train de cross the chasm, donc tu vois, de franchir le gouffre entre les early adopters et la early majority. Ouais. Donc des gens qui ont vraiment besoin d'une solution globale. Donc c'est ça qu'on est en train de faire et c'est ça ma feuille de route. Super intéressant. Aujourd'hui. Alors vous avez des clients assez variés. Oui. Vous avez des petits clients comme Helios, Oui. ou tu l'as cité, Française des Jeux. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle typologie de clients s'adresse à vous? Oui. Donc tu avais ouais. cité aussi les grands groupes, juste qu'on ait quelques catégories. Ouais. Alors on a plusieurs types de use cases. Ouais. Donc on est les champions en Afrique de ce qu'on appelle le speedboat. Donc c'est quoi ça? Donc voilà, donc t'as un grand paquebot, une grande banque africaine. Tu veux lancer une banque digitale, plutôt que de transformer ton paquebot, tu lances un petit, t'as ton annexe quoi. Tu vois, quand t'as ton yacht, sauf que là c'est pas vraiment un yacht, c'est plutôt un porte-conteneur. Ouais. Et donc t'as ton petit bateau à côté qui va te permettre d'être très très rapide. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait chez ces clients africains, le speedboat est devenu parfois plus gros que le paquebot. Donc typiquement, notre client mauritanien BMCI, qui a démarré avec 0 client en 2021, on les a onboardés en 4 mois pendant le Covid, tout de façon digitale. Aujourd'hui, ils ont 800 000 clients. Pas mal. Donc c'est presque, je crois que c'est j'exagère quand je dis plus, mais je crois que c'est la moitié des clients de la banque. Wow. Donc ça, c'est un premier persona, un premier use case. Le deuxième use case, c'est réglementairement les établissements de monnaie électronique et établissements de paiement à travers l'Europe. Donc ça concerne les PSP, prestataires de services de paiement, comme SSP par exemple. En France, ça concerne... Je connais pas SSP. SSP, c'est un prestataire de services de paiement qui permet à des marchands d'offrir des solutions de paiement de tout type à leurs clients, et notamment le compte à compte. Donc une alternative au paiement par carte. Ok. On a des néobanques qui sont sous la même régulation, donc type Helios, qui a un focus autour de la banque verte avec des fortes valeurs d'ESG qu'on partage. Donc eux, ils ont déjà une licence. Alors eux, c'est un peu particulier. Ils n'ont pas encore une licence. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que technologiquement, ils sont avec nous et ils louent la licence d'Ocali. D'accord. Qui est une filiale du Crédit Agricole. Ouais, tout à fait. Et donc on a construit en fait cette offre. Nous, c'est notre différenciateur par rapport à beaucoup de nos concurrents, c'est qu'on construit des solutions pour des use cases. On ne dit pas simplement, voilà notre core banking, figure it out. On dit, votre problème, c'est de sortir du BAS en moins de 6 mois. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, en moins de 6 mois, vous n'aurez pas de licence. Donc, vous allez louer la licence d'Ocali, qui va vous donner également l'accès interbancaire. Vous allez vous abonner au core banking SaaS de Scalit. Ouais. Et nous, on va s'être pré-intégrés à des tiers pour vous permettre de faire le filtrage réglementaire. Donc, on a intégré avec Comply Advantage. Et on va s'intégrer également avec Enfuse, le leader finlandais de card as a service. Donc, je les ai tous su sur voilà, donc Monica, qu'on connaît très bien, qui a un super produit. Donc nous, on est connecté à Enfuse. Et donc, quelque part, Helios, alors c'est un peu plus compliqué que ce que je dis, mais Helios n'a pas à se soucier de dire, OK, mais avec qui je vais travailler en card as a service et comment je vais faire la connectivité. Donc nous, on arrive avec une solution qui est pré-packagée. C'est hyper modulaire, en fait. Il y a un peu de travail, mais c'est très modulaire et ça concerne aussi d'autres gens. D'accord. Donc ça, c'est un use case très important. On a aussi des établissements de paiement à travers l'Europe. Donc, prestataire de services de paiement, c'est pas que en France. Ça peut être en Lituanie, ça peut être à Chypre, ça peut être ailleurs. Et puis, on a des vraies banques. Donc, les autres sont pas des fausses banques, mais au sens régulatoire du terme, des établissements de crédit qui sont régulés pour faire des dépôts et des crédits. Donc, une caisse d'épargne, par exemple, qui a lancé une activité de crédit et de dépôt dans un pays étranger. Donc, il démarre avec nous. Donc, on a combiné 2 softwares de la même façon. Un software de crédit syndiqué qui s'appelle LoanIQ. Et puis le core banking de Scalit, on a composé les deux pour permettre à cette caisse d'épargne de lancer en moins d'1 an une activité corporate, digitale, dans un pays étranger. Top. Ça, c'est notre typologie de clients.
Super intéressant. Alors, tu as mentionné Enfuse, il y avait aussi, j'avais en tête donc Compliant Advantage, Algone, Bitpanda, etc. Tous ces différents partenaires que tu as cités dans différents contextes et répondant à différents besoins, comment vous les sélectionnez finalement ? Alors, on les sélectionne plutôt, on a plutôt une approche par marché. Donc, on prétend pas tisser des grands partenariats stratégiques mondiaux. Ça, j'y crois pas beaucoup, personnellement. Donc, nous, notre modèle, c'est d'avoir des go-to-market qui sont ciblés sur des territoires et des use cases et de construire des solutions avec les tiers pertinents pour répondre à ces use cases dans ces territoires. Donc, par exemple, en Lituanie, on n'a pas les mêmes partenaires qu'en France. En Lituanie, il y a un enjeu de connectivité à Centralink, qui est la gateway pour les réseaux SEPA. En France, on se connecte plutôt directement aux banques, puisque les établissements ne sont pas autorisés à accéder en tant que participants au réseau SEPA. En Lituanie, n'importe qui, fintech régulé, peut accéder directement au réseau SEPA par le biais de Centralink. Donc l'enjeu, c'est de se connecter à Centralink. C'est compliqué. Donc, il y a un acteur qui fait ça, qui s'appelle Inventi, qui est notre partenaire. Ouais. Faire de l'AML en Lituanie, c'est pas exactement pareil que de faire de l'AML en France, pour tout un tas de raisons. Il y a des spécificités. Là, il y a un acteur qui s'appelle AMLICE, qui est le leader de cette activité sur place. Et donc, en Lituanie, on a construit une solution de marché pour permettre à tous les établissements de monnaie électronique lituaniens de passer du système qu'ils avaient avant, qui est legacy, pour tout un tas de raisons, vers un système moderne, avec une solution qui est composée. Mais nous, on arrive avec le menu, si tu veux. On ne dit pas, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. On dit, c'est ça, en fait. Si vous voulez faire autrement, on peut en discuter. Mais fondamentalement, pour répondre à votre problème, on a travaillé. Et c'est comme ça qu'il faut faire. And this is how. On peut montrer des exemples. Donc, c'est comme ça qu'on sélectionne nos partenaires. Avec Algone, c'est un besoin produit. Donc, nous, notre module de crédit, il fait de l'origination, il fait du workflow, il fait beaucoup de choses, mais il ne fait pas de scoring. Donc, Algone a un score. Ouais, tout à fait. Nous, on a intégré avec Algone. On avait parlé avec Mickaël sur le podcast. Donc, un de nos clients qui voudrait, par exemple, bénéficier d'un score, qui ne serait pas une banque, les banques ont des scores, elles en sont très fiers, mais je dis n'importe quoi, si demain SSP décide de faire du crédit en propre, donc il faudrait un établissement, être un établissement de crédit, il va falloir un score, ils n'ont pas d'historique, donc il faut acheter un score, et donc avec l'open banking, Algone arrive à fabriquer des scores. Donc nous, on connecte très facilement notre module de crédit à Algone, et donc on offrirait dans ce cas à SSP, en fait, à la fois un module de crédit avec le score embarqué, qui serait apporté par Algone. Tu parlais de Bitpanda. Donc là, on a un client qui veut lancer une banque digitale, qui a des moyens significatifs pour le faire. On va l'accompagner, il prend sa licence, ça va prendre un petit peu de temps. Il veut pas passer par la case... il commence par la case basse, mais il commence déjà à anticiper sa sortie. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans le cycle de vie de la fintech. Et lui, il veut offrir des produits d'investissement à ses clients, que ça soit en crypto ou en bourse, etc. Là, nous, on va pas se mettre à développer un module de gestion alternative, c'est pas notre métier. Donc là, on va fabriquer un pont avec Bitpanda. Donc on travaille avec Bitpanda. Vous auriez pu prendre Scalable Capital aussi bien que Bitpanda. On peut travailler avec n'importe quel acteur. Par contre, dans le packaging de la solution, on peut pas se disperser, si tu veux. Donc quand on dit nous, le partenaire, c'est Enfuse sur la carte, ça veut pas dire que si le client veut utiliser Marqeta, on va pas utiliser Marqeta. Non, je vois. Mais il faudra faire du boulot. Ouais. Par contre, si c'est Enfuse, on maîtrise parfaitement les API d'Enfuse. On maîtrise les flux d'autorisation, les flux de compensation. On l'a déjà fait dans le contexte d'Helios, on l'a déjà fait sur des prospects. Donc on connaît très bien, on a une relation très proche avec Enfuse. On a des clients en commun, on host des dîners ensemble, on se connaît. Donc on maîtrise le truc. Donc le client, il bénéficie de cette expertise. Et donc forcément, ça réduit son risque d'exécution. Et ça réduit le temps d'implémentation, bien évidemment. Et c'est ça le but. Top. Et comment vous gérez les adaptations locales des RTS de PSD2 par exemple ? Enfin, je ne sais pas s'il y a énormément de différences entre l'application des RTS en Belgique, en France, etc. Sur toutes les problématiques réglementaires. Ouais. Alors bon, l'avantage c'est que nous, on est essentiellement en Europe et en Afrique. L'Europe est mieux disante que l'Afrique d'un point de vue réglementaire. Donc nous, le vrai enjeu, c'est la conformité à la réglementation européenne. Donc il y a une forme d'harmonisation tout de même. Donc la DSP2, l'open banking, le paiement instantané. Oui, mais je pense aux RTS, donc les Regular Technical Standards de PSD2. Tu as quand même dans chaque pays. Il faut les localiser. Ouais. Mais c'est beaucoup une problématique en général. Alors je sursimplifie, mais de reporting réglementaire. Donc comment et à qui je reporte des choses. D'accord. Donc fondamentalement, c'est plus comment on met à disposition la donnée du régulateur dans un format qui est intelligible tel qu'il est demandé. Donc là, pour le coup, on peut avoir des partenaires qui sont soit locaux, soit globaux dans ces métiers. Donc par exemple, on travaille pas mal avec Invoke,
dont c'est le métier de faire du reporting réglementaire. Ouais. En Lituanie, c'est très spécifique pour tout un tas de raisons. La Banque centrale de Lituanie a son propre process qui est très streamliné d'ailleurs pour remettre des rapports réglementaires. Il y a un acteur qui s'appelle Inventi, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est spécialisé là-dedans. Donc nous, on a une intégration avec Inventi. Et donc le client ne voit rien en fait. Tout ça, tout ce pipeline-là, il est automatisé. Donc nous, on ne gère pas le... Tu délègues. On porte pas la responsabilité du reporting réglementaire. Nous, on n'est pas régulé, on n'est pas établissement électronique. Nos clients le sont. Ouais. Par contre, avec notre outil, ils savent qu'ils ont les moyens de se mettre en conformité. Ouais. C'est ça qui est très important. Et c'est pas trop compliqué de gérer toute cette diversité d'acteurs avec lesquels vous bossez pour les différents modules, donc le scoring de risque d'un côté, le card issuance de l'autre. Comment est-ce que vous maintenez d'un point de vue vraiment technologique des API à jour constamment? Ça doit être un travail phénoménal. Alors, donc nous, notre produit en tant que tel, il est je dirais, il est agnostique à tout ça. D'accord? Donc les bornes de notre produit, elles sont parfaitement définies. D'accord? Donc oui, c'est un squelette. C'est un squelette. Donc nous, on vient pas contaminer tous les éléments qu'on vient d'évoquer, entre guillemets, contaminer, c'est pas au sens négatif. On vient pas, d'un point de vue architectural, on vient pas contaminer notre produit avec tout ça. Notre produit a ses bornes, il a des API qu'on maintient avec une compatibilité ascendante. Donc on informe l'ensemble de nos partenaires quand on modifie quelque chose sur nos API qu'il y a telle date, à telle date, ça va évoluer. On leur laisse beaucoup de temps, donc on fait très attention à ça. Il n'y a pas un breaking change qui arrive le lendemain matin, il n'y a plus rien qui marche. J'espère bien. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et ensuite, ces connecteurs, on ne peut pas en faire 50. D'accord ? C'est pour ça que j'insiste sur l'importance du focus. Ouais. Nous, on ne dit pas on est le leader mondial du next-gen core banking et on s'intègre avec tout le monde, tout le temps, partout. Parce que ça, c'est faux. Ça ne peut pas marcher. Et en fait, ça ne peut pas marcher. Ouais. Donc, on productise quelques connecteurs sur des solutions qu'on veut avoir parce qu'on sait qu'il y a un go-to-market pertinent qu'on a identifié. Ouais. Et pour le reste, on dit aux clients, attention, là, c'est une intégration, il y a du spécifique, on peut vous aider à la faire, si vraiment vous nous le demandez, on pourra la faire, mais cette intégration, elle va être en dehors de notre produit. Ouais. Donc ensuite, il va falloir la maintenir, soit elle est maintenue par nous, ça nous arrange pas trop, on peut le faire quand même de temps en temps, on essaye d'éviter, soit elle est réalisée par un intégrateur et maintenue par le client, soit elle est réalisée par le client et maintenue par le client, soit parfois elle est réalisée par un intégrateur et maintenue par un intégrateur. Ça dépend des contextes. Ouais. Hyper intéressant. Écoute, Martin, j'aurais tellement d'autres questions à te poser, mais on est quand même limité par le temps. Je ferai peut-être un deuxième épisode. C'est super intéressant. Martin, pour clôturer la discussion, j'aimerais juste t'interroger sur cette typologie d'acteurs. Alors, il y en a beaucoup moins qui osent faire ça parce que c'est d'une complexité extraordinaire. C'est ceux qui décident de construire from scratch ou à partir du moment où ils décident de voler de leurs propres ailes et de se détacher du BaaS, qui décident de construire leur propre core banking system. Est-ce que toi, tu vois ça souvent? Et si c'est le cas, quels sont les différents blocages qu'il peut y avoir quand tu décides de builder tout en interne? Alors, malheureusement pour nous, on voit beaucoup ça. Beaucoup de CTO, d'entrepreneurs souhaitent suivre cette route pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Donc, cette notion de dépendance, elle est assez intéressante. C'est très relatif finalement. Est-ce que tu vas construire un CRM Non, en fait, tu vas acheter Salesforce. Donc, ces choix de make or buy, je pense, sont de plus en plus au cœur des décisions. Et ces choix de make or buy, pour moi, ils sont plus binaires. Donc, je pense qu'historiquement, on avait un discours, nous et nos concurrents, je dirais très extrême, en disant, en fait, soit vous êtes chez nous, soit vous faites chez vous. Je pense que c'est beaucoup plus hybride aujourd'hui. Donc, je pense que dans les différentes étapes, en fait, ces acteurs rencontrent, comme je le disais tout à l'heure, de la dette technique, font face aux enjeux d'évolutivité de leurs propres produits dans le contexte réglementaire qui évolue. Il faut se conformer au SCTI, il faut se conformer à FICOBA, il faut se conformer à la DSP2, il va y avoir la DSP3, et ainsi de suite. Et en fait, ça s'arrête jamais. Plus les exigences des consommateurs qui changent, etc. Et donc, face à ce choc de maintenance, je pense que des questions sont nécessairement posées en matière de make or buy. Et donc, comment on revisite ces choix-là pour avoir une approche modulaire qui combine peut-être des acteurs SaaS comme nous et du savoir-faire interne. Donc, je pense que la tendance va être davantage à l'hybridation pour des raisons économiques notamment et pour des raisons d'efficacité aussi pour se concentrer sur le cœur du métier et la différenciation plutôt que sur cette complexité non différenciante que nous on gère très bien. Super intéressant. Bon, j'avais encore plein d'autres questions, je te les poserai en off. Quel livre tu nous recommandes pour clôturer cette discussion ? Alors, moi, j'ai 2 livres de chevet.
Alors vas-y. J'ai droit à 2 ou pas? Mais t'as droit à autant que tu Bon. veux. Moi, j'adore lire, donc. Voilà. Alors, j'ai un livre plutôt marketing Ouais. qui est excellent, qui s'appelle Different, Escaping the Competing Herd de Young Mi Moon. Ok. Sur la couverture, il y a 3 chiens, dont un dalmatien. Donc, c'est un bouquin sur l'art de la différenciation par la marque Ouais. et le positionnement. Top. Donc, ça, c'est très intéressant. Se différencier dans le software, c'est très compliqué. Comme c'est abstrait, en fait, tout le monde a l'impression que c'est pas grave. Et donc, ce que je dis aux équipes, c'est le packaging et le marketing, ça compte, la différenciation, ça compte. Dans un magasin, c'est évident, tu vois, si une bouteille de shampoing, elle est grise, qu'il n'y a rien écrit dessus et qu'elle est positionnée tout en bas du rayon, personne ne va l'acheter. Ouais. Software, c'est un peu la même chose. Donc, l'enjeu de branding, de différenciation et de packaging, il est autant important dans la tech qu'ailleurs. Et ça, c'est souvent oublié par les ingénieurs. Ouais. Donc, je recommande la lecture de ce bouquin. Et néanmoins, on est quand même dans un business de tech. Donc, moi, je suis pas ingénieur de formation, mais je m'intéresse de très près aux évolutions technologiques, aux modèles d'organisation. Et le livre de chevet que je recommande à tous, c'est Team Topologies de Matthew Skelton, qui est une forme de sociologie de l'organisation logicielle et qui explique en quoi finalement le logiciel ressemble à l'organisation. Ouais. Et donc la meilleure façon d'avoir un bon logiciel bien organisé avec une bonne architecture, c'est d'avoir un modèle d'organisation qui est adapté en petites équipes. Et ce sont ces équipes qui vont fabriquer les morceaux du logiciel qui assurent la cohérence de l'ensemble. Top. Je les connais pas, tu vois. D'habitude, je connais quand même souvent les bouquins, mais là, non. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Et merci de ta venue. À très bientôt. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.